Bienvenue à nouveau dans ce cours et à l'occasion de cette nouvelle séance qui porte sur la gestion des compétences. Alors pour aborder ce cours, nous allons retenir deux grandes séquences. La première séquence, revenons sur quelques préalables pour mieux comprendre le contenu de cette préoccupation. Nous allons commencer par les préalables et ensuite nous allons aborder la deuxième phase, la deuxième séquence qui porte sur comment développer les compétences au sein de l'entreprise. Donc la grande thématique ici, c'est le développement des compétences. Il vous souvient, pour les séances antérieures, que nous avons insisté sur la nécessité d'avoir comme premier outil dans le cadre de la gestion des ressources humaines un profil de poste. Un profil de poste bien décliné. Et ce profil de poste qui constitue l'élément essentiel de la gestion des ressources humaines est utilisé pour le recrutement. Donc première conséquence, on s'assure qu'il y a une correspondance à peu près parfaite, sinon très rapprochée, entre l'homme qui est recruté, le personnel qui est recruté et le profil de poste. Mais une fois dans l'entreprise, il faudrait également s'assurer qu'il y a une sorte de développement de la compétence, parce que les compétences ne sont pas statiques. Alors, comme premiers éléments préalables, c'est lorsqu'on parle de développement de compétences au sein de l'entreprise, rappelons qu'il s'agit presque essentiellement de nous assurer qu'il y a une sorte d'adaptation de l'employé à son poste de travail par rapport à l'évolution du métier. N'oubliez pas que dans les entreprises, nous gérons des emplois et ces emplois évoluent, ces métiers évoluent. La préoccupation de la gestion de compétences, c'est donc de voir comment est-ce que l'organisation se met en place pour assurer cette adéquation permanente avec l'évolution de l'environnement. C'est donc la préoccupation centrale et c'est un premier préalable à respecter. Alors, deuxième préalable sur lequel nous voulons insister, c'est la notion même de compétence. Il y a plusieurs définitions de la compétence, mais retenons ici le triptyque de Cast qui a présenté ce triptyque en 1974 et qui reste très célèbre dans la littérature. C'est la définition de la compétence en trois grandes composantes. D'abord les savoirs, ensuite les savoir-faire et les savoir-être. Les savoirs ici étant l'ensemble des compétences spécifiques dans un domaine précis. Les savoir-faire, un ensemble d'aptitudes qui indiquent la capacité qu'a l'employé ou alors le personnel à transformer les compétences et à résoudre un problème. Et les savoir-être, les attitudes, les comportements qui sont nécessaires pour accompagner l'efficacité d'une action. Alors, ce triptyque, nous allons le retenir et nous allons voir comment est-ce qu'on le décline dans le cadre du développement des compétences au sein de l'entreprise. Alors, troisième préalable sur lequel il est important d'insister, c'est de revenir sur le fait que la compétence se périme. Alors, elle se périme parce qu'elle se périme, il faut absolument l'actualiser, mais surtout, elle se transforme. Elle évolue également dans le temps. Donc, compte tenu de ces trois préalables, vous allez vous rendre compte qu'au sein des entreprises, il y a des éléments qui sont mis en place pour permettre justement de nous assurer qu'il y a toujours une adéquation entre le profil du poste et bien sûr l'employé, mais surtout entre l'évolution du métier dans l'environnement, du fait soit de l'évolution technologique, soit d'un choc comme c'est le cas par exemple du coronavirus, ou alors d'un élément contextuel changeant. Alors, voilà pour les préalables. Alors, comment organiser dans l'adaptation de la compétence au sein de l'entreprise? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait simplement revenir à un processus. Comme toutes les fonctions, cette fonction également indique un ensemble d'étapes à respecter. Au-delà de ces étapes, indiquons déjà que pour arrimer les compétences de l'entreprise aux évolutions du métier, il est nécessaire d'avoir un certain nombre d'outils. Ici, nous allons retenir d'abord la formation. C'est vrai qu'il y a d'autres outils que nous pouvons convoquer, mais ici, nous avons retenu la formation et à la prochaine séance, nous allons parler de la gestion de la carrière et notamment les mobilités que l'organisation peut organiser pour s'assurer effectivement qu'il y a cette adéquation au sein de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la formation. Comment organiser la formation? Comment mobiliser cet outil pour nous assurer qu'il y a arrimage entre les différents métiers de l'entreprise et l'évolution de l'environnement? C'est la question à laquelle nous devons répondre. Alors, pour répondre à cette question, disons que nous avons deux étapes préalables, deux étapes importantes que nous devons maîtriser. La première étape, c'est d'identifier l'outil au cœur justement de la formation. Et l'outil au cœur de la formation ici, c'est le référentiel des compétences. Alors, il est difficile d'aborder cette préoccupation d'arrimage et d'adéquation entre les métiers et les personnels de l'entreprise et l'évolution du marché si nous n'avons pas de référentiel de compétences. Alors, lorsqu'on parle de référentiel de compétences,
Il est question ici, en réalité, d'évoquer pour chaque poste de travail et surtout pour chaque métier, l'ensemble des compétences nécessaires pour que le poste soit assumé. Et cela relève d'une compétence à maîtriser. Il faut dire que dans certains métiers, certains référentiels sont déjà suffisamment stabilisés et s'actualisent au fur et à mesure. Mais toujours est-il que si nous convoquons l'auteur Vichier, qui en 2004 a identifié ici 3 catégories de référentiels de compétences, on pourrait s'appuyer sur ces recherches pour ensemble évoquer à travers justement cet outil les préoccupations qui doivent être celles du gestionnaire, celles du directeur ou du responsable des ressources humaines au moment de parler de la formation. Alors, qu'est-ce que l'auteur nous dit? L'auteur nous dit, nous pouvons, dans le cadre des référentiels de compétences, il y a 3 catégories de référentiels de compétences. Première catégorie qu'il met en lumière, c'est le référentiel à visée descriptive. Alors, dans le cadre de ce référentiel, l'auteur indique simplement que lorsque vous convoquez cet outil rappelle de manière descriptive, de manière détaillée, l'ensemble des connaissances, donc des savoirs, l'ensemble des savoir-faire et l'ensemble des savoir-être nécessaires pour maîtriser un métier, mais nécessaires pour maîtriser également ou être efficace à un poste de travail. C'est vraiment un référentiel essentiellement descriptif. Deuxième catégorie de référentiel, c'est un référentiel à visée formative. Alors, dans ce cadre, l'auteur insiste sur le fait qu'au-delà de la description, il est question de rentrer ici dans la déclinaison des activités de formation à organiser. Très souvent, c'est ce référentiel que les cabinets de formation utilisent. C'est un référentiel qui indique de manière précise ou tout au moins qui opérationnalise les compétences retenues. Il s'agit ici d'insister sur les modalités d'acquisition de ces compétences. Et vous entendez souvent parler de modules de formation, d'un ensemble d'activités à réaliser pour maîtriser la compétence. C'est donc une déclinaison formative qui insiste sur comment décliner la compétence et surtout comment la maîtriser. Et la troisième catégorie de référentiel, c'est le référentiel à visée essentiellement évaluative. Alors, ce référentiel insiste sur les critères d'évaluation et les indicateurs de réussite. On utilise davantage ces référentiels dans les écoles de formation pour indiquer les éléments ou alors les critères qui permettent le passage d'un niveau à un autre. Alors, si nous prenons ces 3 catégories de référentiels, c'est important de le rappeler. Au sein de l'entreprise, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin au moins du référentiel de compétences à visée descriptive. Vous pouvez également aller plus loin pour le référentiel à visée formative ou alors des référentiels à visée évaluative. Alors, une fois qu'on l'a maîtrisé, la deuxième partie de cet échange qui porte sur comment organiser la formation est dans une partie beaucoup plus opérationnelle qui permet d'identifier les étapes à suivre pour organiser la formation. Alors, nous allons voir ensemble ces étapes. Dans un premier temps, quel est le processus suivi et ensuite, dans les modalités d'exécution de la formation, quelles sont les différentes modalités de formation et nous allons conclure sur comment évaluer la formation. Alors, en ce qui concerne le processus est décliné ici sous forme d'un schéma que vous avez devant vous. Et ce schéma indique en réalité 6 grandes étapes. Première étape, lorsqu'on parle de formation, il faut faire une analyse, bien évidemment. On parle des postes de travail. Il faut donc être capable d'identifier l'écart qui existe entre la déclinaison actuelle et l'évolution du métier. L'analyse de cet écart va certainement indiquer le gap à combler. Et cette analyse doit permettre de fixer les objectifs de formation. Prenons un exemple simple. Nous sommes en pleine pandémie du coronavirus et on se rend compte que c'est un événement extérieur qui va modifier un ensemble de métiers, qui va modifier les modalités d'offre de services également. Et c'est l'occasion d'insister sur l'analyse des postes de travail, comment ces postes de travail seront modifiés par cet événement. Cette analyse faite, le gap est identifié, le besoin de formation est également identifié et à partir de cette analyse, le responsable de la formation, le responsable des ressources humaines peut donc indiquer de manière relativement claire quels sont les objectifs de la formation. L'étape qui suit, une fois que les objectifs sont identifiés, ou tout au moins le besoin est suffisamment analysé et précis, il est donc question de voir quelles sont les modalités de formation que nous allons retenir. Nous allons revenir sur les modalités plus tard, mais l'étape qui suit en plus de la modalité, c'est qu'il faut donc par la suite élaborer le plan de formation et exécuter la formation. Alors, revenons aux méthodes de formation. Nous avons des méthodes axées sur la pratique et des méthodes axées sur l'apprentissage.
En ce qui concerne les méthodes axées sur la pratique, voilà les différentes modalités. Vous pouvez retenir la modalité de l'intégration au poste de travail, c'est-à-dire la formation sur le tas. Et lorsque vous retenez cette modalité, il s'agit de former le personnel pendant qu'il accomplit le travail. Ou alors le système de l'apprenti, la corbeille d'entrée, la rotation des postes ou la formation en atelier ou en école. Il s'agit en fait des formations pratiques, des formations in situ, qui se font au moment où la personne travaille. Donc, ce sont vraiment des formations pratiques qui peuvent être retenues en fonction des objectifs de formation. L'autre modalité qu'on peut également retenir ici, ce sont les méthodes axées sur l'apprentissage du savoir. Là, ce sont souvent des méthodes très structurées. Vous pouvez retenir le cours magistral et il faut dire que très souvent, ce sont des méthodes retenues dans les structures de formation, les universités, ou alors des cabinets ou des formations, des formations de courte durée. Vous avez dans le cours magistral, il s'agit d'un processus de communication à sens unique, comme ça se fait parfois à l'université, mais de moins en moins, parce qu'il faut savoir qu'à l'université, c'est déjà différent. Nous avons également des cours programmés. Il s'agit ici des cours qui sont divisés en modules, et c'est à l'issue justement de la validation de l'ensemble de modules qu'on peut indiquer si vous avez la compétence ou pas. C'est donc une modalité qui permet l'acquisition de l'apprentissage d'un savoir précis. Et parfois, ce savoir est segmenté ou alors divisé en plusieurs sous-savoirs ou alors plusieurs savoirs de moindre importance. Vous avez comme modalité également dans le cadre des formations, des discussions de groupe. Vous avez l'étude de cas, vous avez les jeux de rôle et de plus en plus, vous avez également, il faut le dire, des tutoriels qui sont utilisés, notamment avec le digital. Alors, toutes ces formations sont retenues dans le cadre d'un plan de formation. Alors, vous avez le plan de formation qui indique, après l'analyse, les objectifs de formation, qui indique les personnes concernées, qui indique également les durées de formation, le coût de la formation. Au regard justement de tous ces éléments, il y a des arbitrages qui seront faits, soit d'abord au niveau du directeur, du responsable des ressources humaines, et par la suite au niveau de la direction générale. Toujours est-il que les choix qui seront faits vont tenir compte des objectifs à suivre, vont tenir compte de la durée de la formation, vont tenir compte également du coût de la formation, du lieu de la formation. Bref, vous avez un plan de formation que vous pouvez donc exécuter. Vous envoyez vos collègues en formation, vous les formez sur le tas, et il y a donc un suivi et évaluation qui peut être mis en place. Alors, deux éléments pour le suivi et évaluation. Premièrement, vous pouvez faire un suivi à chaud. Très souvent dans les formations, vous avez des prétextes, c'est-à-dire on vous passe un texte avant la formation et ensuite après la formation, il est nécessaire, il est possible à ce moment d'identifier pour chaque formé quelle est l'évolution. C'est vraiment à chaud. Ou alors, une autre évaluation qu'on peut faire à chaud, c'est d'avoir un questionnaire qu'on passe aux participants ou alors obtenir leurs appréciations verbales. Ça, c'est possible à faire, mais juste après la formation. À moyen terme, il est possible également d'assurer le suivi de la formation, un suivi qui peut être fait in situ ou alors en une activité complètement structurée en salle de cours qui permettent justement d'apprécier, soit dans le cadre d'une évaluation, soit dans le cadre d'un échange, focus group, entretien, pour voir quelles sont les améliorations observées. Ça, c'est pour le participant. Mais cette évaluation peut également se faire auprès de l'employeur qui utilise le personnel concerné et qui peut donc apprécier les évolutions, parce que lorsque vous allez en formation, c'est pour résoudre un problème. La formation, c'est d'abord un outil de résolution de problèmes. C'est un outil stratégique en entreprise. Voilà ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne la formation. Je vous remercie de votre attention.